bonjour à tous et à toutes. Bonne année 2020. Nous allons commencer aujourd'hui la 9e session des petits déjeuners d'Urkheim, qui consiste en la présentation d'ouvrages qui ont été rédigés qui ont été conçus et rédigés par des chercheurs de l'université Paris-Saclay. Et donc nous avons un programme très riche cette année. Aujourd'hui, nous allons commencer par la présentation d'un ouvrage qui s'appelle « Les enquêtes ouvrières dans l'Europe contemporaine », qui est un ouvrage collectif qui vient juste de paraître aux éditions de la Découverte, sous la direction d'Éric Gerkens, Nicolas Asfeld, ici présent, qui assurera la présentation, Isabelle Lespinet-Moret et Xavier Vignat, également présents pour cette présentation. La prochaine séance sera le 28 février dédiée à Delphine Berda de l'université Paris-Sud, désormais Paris-Saclay. Abattre ou vacciner la France et le Royaume-Uni en lutte contre la tuberculose et la fièvre afteuse, 1900-1960. Le 20 mars, nous aurons des collègues de l'université d'Evry, Dominique Gleiman, Guillaume Tiffon, Frédéric Moatier et Jean-Pierre Durand, Le piège de l'employabilité, un ouvrage paru en 2017. Et puis, nous ferons une césure en avril pour permettre à l'ENS et à la MSH de déménager, sur le plateau de Saclay. Nous nous retrouverons donc dans le campus de Saclay à Gif-sur-Yvette le 15 mai pour faire une présentation de notre ouvrage collectif, Virginie Albe, Jacques Comaille et moi-même, L'échelle des régulations politiques. Le 19 mai, une séance autour d'Antonio Casilli en attendant les robots. Et le 19 juin 2020, une séance autour de Fabien Tarissan, au cœur des réseaux des sciences aux citoyens. Ces séances, selon les séances, il y a une série de discutants. Je rappelle aussi que ces séances s'inscrivent dans le cadre de la formation de l'école doctorale de sciences humaines de Paris-Saclay et peuvent donc être validées comme telles si Adoum et les dieux de la connectique le permettent, ce qui n'est pas encore gagné. Je voudrais dire aussi un mot. On est dans un contexte social particulier autour de la réforme contestée des retraites. Il faudrait ajouter à cela la loi de programmation de la recherche qui nous fait souci collectivement, et également la réforme de la formation des enseignants du secondaire et du primaire, ainsi que la réforme des concours, qui nous fait aussi gros souci collectivement. Et donc, je voudrais dire, en mon nom et sans doute au nom de beaucoup de participants ici présents, que nous avons, nous sommes solidaires des luttes qui se mènent, et nous sommes inquiets pour ce qui se passe actuellement dans nos domaines, que ce soit la recherche, l'enseignement, ou un jour, peut-être, aurons-nous une retraite ou pas. C'est une vraie inquiétude en tout cas. Donc je pense que c'était nécessaire de le dire pour la première séance. D'autant que nous allons aborder des sujets qui ne sont pas éloignés à travers cet ouvrage « Les enquêtes ouvrières », dans lequel, effectivement, la préoccupation sociale, parfois la peur sociale, est présente, peut animer, peut motiver le fait de mener des enquêtes. Donc je vais laisser la parole à Nicolas Asfeld, professeur émérite et au grand mérite de l'université d'Evry en histoire contemporaine, et à Xavier Vignat, tout autant méritant, et professeur à l'université Paris-Nanterre. On vous écoute. Bonjour à toutes et à tous, merci de l'invitation, merci de cette présentation. Alors oui, donc on va parler à deux voix pour un livre qui a été réalisé à quatre, conçu et réalisé à quatre. D'abord, il me semble important de préciser que ce livre a été construit au long cours dans un séminaire que l'on a tenu à l'École des hautes études en sciences sociales, grâce à la bienveillance d'Yves Cohen, et qu'il ne s'agit pas d'un livre de circonstance, il s'agit d'un livre qu'on a longuement mûri
sur lequel on a beaucoup travaillé et dont on espère qu'il est intéressant. Ce livre entend revisiter des enquêtes ouvrières. Alors, la pratique de la revisite des enquêtes en sciences sociales est actuellement à la mode. Il y a toute une série de travaux depuis une dizaine d'années là-dessus. Bon. Et évidemment, on s'inscrit là-dedans en plein. On a bien conscience de ne pas être totalement originaux là-dessus. Mais en même temps, c'est très intéressant de regarder comment des sociologues, des historiens reprennent à nouveau frais ces matériaux que l'on a l'habitude d'utiliser, spécialement en histoire et spécialement en histoire sociale. Mais, pardon, excusez-moi. Ici, l'enjeu était d'interroger ces matériaux même, la constitution de ces matériaux et la manière dont ils avaient circulé. Ce travail-là, spécialement sur les enquêtes ouvrières, a déjà été un peu fait pour le XIXe siècle. C'est-à-dire qu'il existe un certain nombre d'études sur les enquêtes. Il y a notamment le travail de Michel Perrault en 1972, qui est un article assez bref mais brillant évidemment, sur ce qu'ont été les enquêtes ouvrières en France au XIXe siècle. Bon. Sauf que l'originalité de l'ouvrage, parce que je pense qu'il y en a une, était de croiser le XIXe et XXe siècle et surtout de regarder sur un périmètre un peu ample, puisque c'est l'Europe occidentale que l'on avait envie de passer au crible. Alors, le matériau est absolument colossal. C'est-à-dire que plus on a travaillé, et plus on s'est rendu compte de la profusion d'enquêtes disponibles, et de la profusion des enquêteurs qui pouvaient faire l'objet d'études. Bon. Alors, on a fait des choix, évidemment. On a fait des choix dans le séminaire, on a fait des choix dans l'ouvrage. C'est-à-dire que plutôt... Alors, il y a des exceptions, mais plutôt que de partir de figures d'enquêteurs, on a choisi d'interroger plutôt les démarches collectives, les démarches d'organisation, les démarches d'institution, parce qu'en réalité, derrière, il y a une épaisseur sociologique plus intéressante pour nous. Bon. Et la commande que l'on s'était donnée, que l'on avait passée aux contributeurs de l'ouvrage, est évidemment de regarder qui sont ces enquêteurs, comment travaillent-ils. C'est-à-dire qu'on voulait, pour essayer que justement que l'ouvrage ne soit pas simplement une série de contributions, mais que justement il y ait une unité de propos, de regarder les démarches, de croiser les démarches, de regarder la circulation, les modèles d'enquête, et d'interroger la réception. C'est-à-dire qu'est-ce que la performativité de l'enquête, qu'est-ce que l'enquête propose et à quoi contribue-t-elle. Alors, donc ça c'était le projet. Alors le résultat, voilà, il est là. Ce qui nous semble important quand même de vous dire, d'abord c'est d'insister sur ce que sont les enquêtes ouvrières. C'est-à-dire qu'elles prennent sens dans une longue maturation de l'enquête elle-même, comme modalité de construction des États. Quand les États modernes se constituent, le démembrement, l'enquête, la statistique fait partie des modalités de construction de l'État. Bon, évidemment, Alain Desrosières a écrit des pages brillantes là-dessus, et donc on s'inscrit là-dedans. Bon. C'est un moyen, l'enquête est un moyen de constitution de l'État, de maîtrise de sa population, de maîtrise des activités économiques. Donc, au tournant du XVIIIe, du XIXe siècle, on a une profusion d'enquêtes, et c'est dans cette profusion-là que l'enquête ouvrière apparaît. Bon. Avec des généalogies qui dépendent des territoires, etc., mais on voit ça apparaître. Et pourquoi l'enquête ouvrière apparaît ? Parce que il y a une catégorie qui naît progressivement, et alors c'est très intéressant là aussi selon les territoires. Ces ouvriers, enfin ce qu'on appelle en français les ouvriers, évidemment on ne les appelle pas de la même manière selon les territoires, et ça ne renvoie pas aux mêmes réalités sociales.
je prends l'exemple de l'Angleterre parce que c'est très intéressant. Working classes, qu'on traduit par ouvriers, mais ce sont les travailleurs d'une manière générale. Bon. Et évidemment, dans ces ambiguïtés-là, on a tout un spectre possible d'hommes et de femmes qui peuvent être sous l'enquête et sous les yeux des enquêteurs. Un exemple qui nous a amusé parce qu'il est joli, Cavour, donc, un des fondateurs de la monarchie italienne, et dans les années 1830 propose une enquête sur les ouvriers. Et donc Cavour écrit en français, j'ai oublié de vous le dire, il écrit en français, et quand il parle des ouvriers, en fait il parle des ouvriers, des agriculteurs, des paysans. Bon. Et donc ces ambiguïtés-là sont intéressantes parce que progressivement, ces ouvriers vont se constituer comme catégorie, face donc au monde du travail d'une manière générale, face aux vagabonds, aux fainéants, aux pauvres, etc. etc. Bon. Donc on a toute une généalogie de la catégorie d'ouvriers selon les territoires qui se constituent, progressivement au 19e et au 20e siècle, avec des frictions entre donc, travailleurs versus chômeurs. Cette question-là est une question qui court pendant nos 2 siècles. C'est-à-dire qu'au 19e siècle, évidemment, la question du chômage naît progressivement, et puis elle rebondit dans les années 1930, évidemment, et elle rebondit dans les années 1970. Bon. Deuxième élément de friction intéressante aussi par rapport aux employés, parce que progressivement aussi, on va s'intéresser aux ouvriers et aux employés, et les distinguer. Bon. Là, il y a toute une série de travaux en Allemagne, en France, Alvax et compagnie. Bon, vous connaissez tout ça. Donc, ces ouvriers deviennent progressivement une catégorie qu'il va falloir faire travailler dans toute leur diversité. C'est-à-dire les ouvriers au travail, les ouvriers chez eux, les ouvriers et les ouvrières, les ouvriers et les jeunes, les ouvriers nationaux et les immigrés. Bon. Et à chaque fois, on va voir circuler ces tensions, ces oppositions, etc. Bon. Alors, un des éléments sur lequel on insiste beaucoup est le fait que, pourquoi les ouvriers ? Pourquoi autant d'enquêtes sur les ouvriers ? C'est quand même un élément qui doit mériter attention parce que c'est la catégorie sur laquelle les travaux sont les plus abondants, les plus massifs. Bon. Alors, ça traduit, nous semble, plusieurs préoccupations, c'est comme dit Yves Cohen. Il y a, avec le développement de l'industrialisation, Thomson l'avait abondamment montré, une dégradation considérable de la condition ouvrière qui fait scandale. Et un certain nombre de situations, de réalités de la condition ouvrière qui font scandale, le travail des enfants, mais le dénuement absolu dans les années 1820-1830, et en même temps, évidemment, les révoltes ouvrières. Le ludisme en 1812-1816, bon, la révolte des canuts, etc., etc. Bon. Et donc, cette double réalité-là attise une inquiétude qui oblige à l'enquête. Pourquoi ? Parce que ces ouvriers, comme dit Marc Desjardins, c'est les barbares qui campent aux portes de la ville. Bon. Ils sont là. Ils sont là et ils ne cessent d'être là et d'incarner une menace. Bon. Donc, l'enquête est aussi une évaluation d'un risque, d'un danger qui est un danger social, qui est un danger politique, qui peut être un danger sanitaire. C'est l'épidémie de choléra de 1832. Et d'autres ensuite. Mais voilà. Donc il y a cette inquiétude qui taraude les élites d'un danger aux portes de la ville, de barbares déjà là. Bon. Et donc il faut mesurer ce risque-là. Bon.
Il y a une deuxième matrice très importante qui est la question de sur laquelle on a insisté, c'est la question de la foi. Le livre a voulu prêter attention à aux chrétiens qui, par leur foi et au nom de leur foi, sont scandalisés par la réalité, la condition ouvrière. On fait dialoguer des historiographies à cet égard parce que ça nous semble important de montrer comment des luthériens, des catholiques, décident, au nom de leur foi, au nom d'un engagement catholique, d'aller enquêter. Bon, un type dont on reparlera à plusieurs reprises, Paul Göre, qui est un des premiers qui, en 1890, fait l'ouvrier à Leipzig, est un pasteur. Bon. Et s'il y a un père fondateur de l'enquête par observation participante, c'est lui. Et il est pasteur. Voilà. Bon. Il n'est pas militant social-démocrate, il est pasteur. Bon. Et il y en a une pléiade d'autres comme ça. Bon. Donc, la question de la matrice religieuse des enquêtes ouvrières doit être soulignée et prise en compte sur le temps long, jusqu'à la jogue, jusqu'au prêtre ouvrier, etc. Bon. Troisième matrice, évidemment, la matrice, troisième matrice idéologique, la matrice socialiste, au sens large, évidemment. Le petit texte célèbre de Marx, l'enquête ouvrière de 1880, reprend et fonde toute une tradition dans la mouvance socialiste, social-démocrate, communiste, où on va enquêter sur ce monde ouvrier. Pourquoi ? Pour connaître sa situation et contribuer à opérer ensuite un travail militant plus adéquat pour révolutionner la classe, disons. Bon. Et là encore, il y a une tradition très longue, très ample, très riche, où des militants, des militants qui ne sont pas ouvriers la plupart du temps, des militants socialistes qui ne sont pas ouvriers, premier rang desquels Engels, évidemment, le livre sur la situation de la classe ouvrière, des classes laborieuses en Angleterre, voilà, c'est fondateur. Et Engels, je le rappelle, était fils de patron, lui-même patron, bon voilà. Donc, bon. Et voilà. Alors vous voyez là, donc, dans la diversité des matrices idéologiques qui font l'enquête, joue une dialectique entre la proximité et la distance, qui est un truc très très amusant, c'est-à-dire qu'on est toujours dans cette idée que si on enquête, c'est parce qu'on est à distance. Si on était de plein pied avec les gens, on n'aurait pas besoin d'enquêter, on saurait. Donc c'est parce qu'il y a distance qu'il faut aller voir, il faut regarder, il faut connaître, etc. Mais évidemment, cette démarche d'enquête se fait dans le choix d'une proximité, et dans le choix d'une proximité et sur un terrain qui est à proximité. Parce qu'on va voir, encore une fois, ce qui est au coin de la rue. Ce qui se passe véritablement, oui, à proximité immédiate. Bon. Alors, sur quoi enquête-t-on massivement? C'est sur les budgets. Il y a une longue tradition. Pourquoi? Parce que, évidemment, les ouvriers sont pauvres. Sur le siècle, enfin sur les 2 siècles, massivement, il y a ce scandale de la pauvreté. Et donc, depuis Gérandeau, cette pauvreté-là est-elle, question lancinante, à qui incombe-t-elle? Est-ce que c'est parce que les ouvriers boivent? Non, mais je simplifie, mais voilà. Est-ce que c'est parce que les ouvriers sont impécunieux, qu'ils ne savent pas gérer, qu'ils sont pauvres, ou est-ce que parce que les salaires sont insuffisants? Bon, question et donc, où passe cet argent? Comment gèrent-ils leur budget? Est-ce qu'ils le gèrent bien? Voilà, bon. Donc, la question que vous allez retrouver, là encore, jusqu'à aujourd'hui, il y a toute une série d'études de l'INSEE, encore aujourd'hui, sur la manière dont les gens gèrent, les ménages gèrent les budgets. Bon, donc,
avec derrière, donc, à qui incombe cette responsabilité-là? Et est-ce qu'on pourrait apprendre à gérer? Est-ce qu'on pourrait le transmettre, éduquer, oui, éduquer à mieux gérer? Bon. Quel logement? Où quelles sont ces caractéristiques-là? Quelles sont ces est-ce qu'il y a des quartiers ouvriers? Quelles sont leurs caractéristiques? Est-ce qu'il y a des manières particulières d'habiter cet espace-là? Qu'est-ce qu'on peut dire sur le logement, sur les quartiers, sur les territoires ouvriers? La question des pratiques, évidemment. Pratiques culturelles, pratiques de loisirs. Par exemple, il y a plein d'exemples, hein, mais est-ce qu'il y a des pratiques corporatives spécifiques? Par exemple, dans les années 60, Jacqueline Fritsch-Gauffier fait un bouquin édité au CNRS sur la colombophilie des mineurs. Bon, voilà. Donc, il y a toute une tradition sur les mineurs comme les pratiques spécifiques des mineurs. Alors, en Angleterre, en France, en Allemagne, etc. Bon. Interrogation sur la religiosité. Parce que, évidemment, c'est la classe dont on dénonce le plus tôt la déchristianisation. Et donc, il y a des travaux dès le début du XXe siècle sur cette déchristianisation. Célèbre Le Christ en banlieue du Père Land, 1927, publié chez Plomb, 100 000 exemplaires vendus. Hein. C'est énorme. Voyez. Donc voilà. Bon, puis il y a plein d'autres travaux. Bon. La question du travail, évidemment. Et des dangers du travail. Mais Nicolas, là-dessus, est quand même bien plus compétent que moi. Bon. Voilà, donc, qu'est-ce que c'est que ce travail-là? Comment on travaille? Avec quel salaire? Dans quel type d'activité, etc. Donc, on a là une masse absolument colossale qu'on a essayé donc d'analyser à partir de ces grandes questions. Bon, à toi. Merci pour cette passation de relais. De toute façon, tu compléteras en cas de besoin tranquillement. Ce que je vais, là où je vais faire un complément, un déplacement, c'est sur cette question du temps des préoccupations. En gros, donc, Xavier l'a dit, cette notion de préoccupation nous a servi de façon très très forte pour appréhender ça, c'est-à-dire, en reprenant cette formulation d'Yves Cohen, le fait que on se pose des questions, enfin on va enquêter en vue de questions qu'on se pose, de perspectives d'intervention. D'une certaine, traduit autrement, la préoccupation, c'est l'arrière-pensée qu'il y a derrière la curiosité. Quelles sont les arrière-pensées qui sont derrière les curiosités? Et il y a donc dans tout ce que Xavier a indiqué, cette présence des arrière-pensées. Donc ça peut être les arrière-pensées inquiètes, ça peut être les arrière-pensées d'espoir, ça peut être comme Xavier l'a déployé, des gens qui se demandent où ça va, où ça peut aller avec ces interrogations, qu'est-ce qu'on peut faire pour, contre, etc. C'est en ça que nous a servi cette notion de préoccupation. Ces préoccupations, donc ces arrière-pensées, elles sont en bonne partie elles peuvent être appréhendées sous plusieurs angles. Un des angles qu'on a vu assez vite être extrêmement pertinent, c'est le fait que si on suit un type de préoccupation, par exemple les chrétiens, on peut voir que dans cette famille de préoccupations, c'est-à-dire comment vivre sa foi en étant dans le monde, ou comment changer le monde en le christianisant un peu plus, et comment, à l'intérieur de cette famille de préoccupations, il peut y avoir des variations dans les façons d'entrer ou en relation avec le monde ouvrier, ou d'aller voir le monde ouvrier.
Un autre exemple qui va vous parler peut-être un peu plus directement, autre famille de préoccupations, les sociologues, la sociologie. On voit que si on prend dans le temps les variations d'entrée en relation des sociologues avec le monde ouvrier, il y a des choses qui sont extrêmement intéressantes qui ressortent. La façon dont Friedman va voir, s'interroge sur la question de où va le taylorisme, enfin, est-ce que c'est bien, et finalement, est-ce que ça n'est pas une catastrophe que ce système-là? Cette question est ensuite, après la Seconde Guerre mondiale, est remplacée par une autre préoccupation qui est portée par une autre génération de sociologues et qui se demande dans quelle mesure le modernisme, la modernisation est quelque chose d'acceptable par le monde ouvrier. Donc là, on a d'autres dispositifs, ceux qui sont en bonne partie mis en œuvre par la génération de ceux qui ont fait la revue Sociaux du travail, Touraine en premier, mais après Reynaud, Crozier, etc., qui mettent en œuvre des dispositifs d'enquête souvent financés avec des questionnements qui sont liés. Et nos collègues Gwenaël Rowe, François Watin avaient déjà publié quelque chose dans une très belle revue qui s'appelait Société européenne. Histoire et société. Histoire et société. Il y avait le terme d'européen, non? Oui, Revue européenne d'histoire sociale. Voilà, et ils avaient pointé le fait que dans ces dispositifs, on y reviendra peut-être à propos du concret de ces dispositifs, des gens des enquêteurs, des opérateurs d'enquête de terrain pouvaient se trouver mal à l'aise, pris entre le fait qu'eux-mêmes étaient directement en contact avec les ouvriers et que les ordonnateurs de l'enquête ne l'étaient pas. Ils s'appelaient eux-mêmes les Gastons. Voilà. En tous les cas, il y a un dispositif d'enquête qui est celui qui correspond à une deuxième époque de préoccupation sociologique. Dans quelle mesure, donc, le modernisme des Trente Glorieuses, à l'échelle européenne, peut être encaissé, supporté, porté par la classe ouvrière. Troisième génération de préoccupations à l'intérieur de la sociologie, c'est celle qui intervient après le bousculement des années 68 en Europe de l'Ouest, pas simplement en France, mais en Italie, en Grande-Bretagne aussi, qui est la quête d'une reconstruction d'une relation directe, authentique, et réouvrant les questions, et qui se traduit essentiellement par l'option de l'observation participante. Donc mise en cause des dispositifs d'enquête préalables. En France, c'est notamment inauguré par Saglio, Motte et Bernoux, qui est le premier. Oui. Voilà, et donc eux se mettent à vivre le travail ouvrier comme entrée d'enquête, pas comme mode exclusif d'enquête, mais comme mode essentiel, premier d'enquête, pour nettoyer en gros, quand même, les dispositifs de connaissance par rapport à ce qui avait été mis en place dans les années 50 par la génération antérieure. Voilà, quatrième époque qui n'est pas du tout négligeable, et en France ça a compté passablement, la fréquentation au long cours, d'égal à égal, entre enquêteurs et ouvriers, avec notamment le travail de Michel Pialou, qui a pris beaucoup d'ampleur avec la coopération mise en place avec Stéphane Beau. Retour sur la condition ouvrière, et le retour, c'était là encore, dans le terme même du titre, la volonté de revitaliser, de rénover, de modifier
une façon d'enquêter sur la condition ouvrière. Donc là, on voit qu'il y a un temps, une temporalité propre à une curiosité de connaissance qui est là la discipline sociologique, mais on pourrait travailler de façon similaire sur les différentes curiosités que Xavier a développées. Ce qui nous a intéressés, c'est de prendre les choses à une échelle plus ample et de voir comment, en gros, à l'échelle de la société entière, il y avait des moments où telle façon de penser ou d'entrer en controverse ou de s'accorder sur ce qu'était la classe ouvrière ou ce qu'était le groupe ouvrier, ce qu'étaient les ouvriers, cette façon-là était mise en cause et était considérée comme n'étant plus valide. Donc, où il y avait, de façon urgente, pressante, la nécessité de revisiter les choses, en gros. Et que ce n'était pas simplement à l'intérieur d'une famille de curiosités, mais à l'échelle de la société généralement. Donc la première époque, c'est celle de l'apparition de ces ouvriers qui ne sont plus les ouvriers, en gros, de l'Ancien Régime. C'est celle des années 1800, 1840, où arrivent ces barbares, en gros fabriqués en grande partie par le mouvement d'industrialisation, qui est le premier mouvement d'industrialisation. Et où, de façon générale, les ordres antérieurs du monde des travailleurs, ces ordres-là apparaissent très largement comme n'étant plus pertinents pour appréhender l'agencement de la société. Pas simple, le groupe des travailleurs, le monde du travail, mais aussi l'agencement de la société. Et donc ce moment-là est source de toute une série d'enquêtes qui sont initiées par différents types d'experts, de spécialistes, mais qui sont commanditées. Hein, c'est ce que, là je passe assez vite puisque Xavier l'a développé, qui sont très souvent commandités par l'État, qui s'interroge sur où cela risque d'aller, où cela va aller et comment maîtriser les transformations de la société avec l'irruption de cette catégorie inédite. On a découvert, ou plutôt des collègues, notamment François Jarige, nous ont fait remarquer qu'à ce moment-là, les enquêtes commanditées ne sont pas les seules et qu'il y a des ouvriers qui, dans les années 1840, interviennent en prenant la parole, en disant « Vous voulez faire des enquêtes, mais nous allons faire des enquêtes et nous sommes les mieux placés pour faire des enquêtes, puisque nous en sommes. » La notion, c'est particulièrement intéressant parce qu'à ce moment-là, la notion d'enquête n'est pas encore stabilisée, n'est pas encore mise en place. Ils disent « Nous en sommes et c'est pour cette raison-là que nous sommes les mieux placés pour faire enquête. » Donc ils n'ont pas encore intégré cette difficulté qu'il y a à maîtriser la connaissance, l'objectivation de la connaissance quand on est totalement immergé là-dedans. Mais ils font des discours qui sont des discours à la mode ouvrière de cette époque-là, c'est-à-dire des discours très raisonnés, des discours réfléchis, ce n'est pas simplement des protestations de quelques phrases. Hein. Ce sont des argumentations pour plaider le fait qu'ils veulent être dans le débat qu'ils considèrent comme un débat public, ouvert, à l'échelle de toute la société et mettant en cause différentes forces d'expression sur l'état de la société et l'avenir de la société. C'est le premier temps marquant où il y a en gros, la formation de controverses à l'échelle de la société où différentes forces d'expression interviennent en disant nous allons faire enquête et produire de la connaissance fondée pour plaider une cause. Deuxième temps,
assez nette. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de continuité, hein, bien sûr, mais il y a un temps qui est un temps fort de réapparition de ce doute, réapparition de l'idée qu'on ne sait pas bien, et réapparition donc de cette idée relativement largement partagée qu'il faut revisiter, reconsidérer, revoir, réenquêter. Et ce deuxième temps, c'est le temps de la fin du XIXe siècle, avec notamment le fait qu'il y a une deuxième vague d'industrialisation, l'arrivée d'une rationalisation industrielle qui bouscule les organisations de métiers, les agencements de manufacture, montée en puissance des ingénieurs qui reconnaissent très bien qu'ils ne maîtrisent pas le métier, mais par contre qu'ils ont la prétention d'organiser le métier des autres, et y compris de le réorganiser, de le désorganiser, de reconsidérer la façon dont une bonne partie du travail se fait. Dans l'activité industrielle, mais il commence à mettre le pied dans des activités de bureau, des activités donc qui ne sont pas simplement ouvrières, en disant là aussi, on va mettre notre nez, en s'appuyant notamment sur le fait que des techniques nouvelles vont arriver, et ces techniques donnent matière à intervention. Et il y a là des controverses qui sont très fortes dans la société sur le risque d'épuisement des travailleurs avec ces nouvelles modalités d'organisation du travail par des gens qui ne travaillent pas, enfin qui travaillent sur le travail des autres. Plutôt, hein, puisqu'on pense à ce moment-là que le travail, c'est le travail direct. Et arrive donc toute une vague d'enquêtes, de contre-enquêtes, d'enquêtes différenciées, contradictoires, et des sujets qui sont des sujets en controverse. Un des sujets qui me semble particulièrement intéressant, c'est celui de la controverse qu'il y a entre fatigue et usure. En gros, le mouvement ouvrier qui s'organise à cette époque-là, à la fois sous la forme des syndicats et sous la forme de partis anarchistes, socialistes, sociodémocrates, etc., insiste sur le fait que cette nouvelle industrialisation entraîne une dégradation accélérée de la vie des gens qui travaillent. Et donc arrive de façon très forte le thème de l'usure dans les protestations ouvrières. Et là-dessus, Xavier a cité la proposition de protocole d'enquête par Marx, mais les syndicalistes proposent aussi des démarches d'enquête pour plaider la cause. Je crois que celui qui est responsable de l'internationale syndicale, Karl Legen, allemand, donc, incite dans les réunions internationales des syndicalistes, incite les syndicats d'Europe à procéder à des enquêtes sur les salaires, sur les horaires, etc., etc. Donc il faut enquêter, et enquêter pour plaider, enquêter pour convaincre. Et à côté de ça, il y a toute une série d'enquêtes qui portent non pas tout à fait sur l'usure, mais sur la fatigue. Et très souvent, je trouve qu'on confond un peu les deux, mais la fatigue est une interrogation différente, c'est jusqu'où on peut aller trop loin. Bon, ça c'est un peu moi qui le dis, mais c'est un peu pour provoquer, jusqu'où peut-on aller dans l'organisation du travail des autres? Où placer les limites? C'est la question du seuil d'acceptabilité qui est une question extrêmement forte dans le travail en général et pas simplement dans les questions sociales. Et donc des enquêtes sont demandées, souvent à des médecins, à des physiologistes, à des experts d'un autre type, pour voir s'il y a moyen de connaître les limites
desquels le travailleur voit ses ressources se dégrader et où donc on commence à entrer dans une zone contestable moralement, économiquement, de l'exploitation du travail des ouvriers. Voilà, en tous les cas, c'est une époque de grandes controverses largement ouvertes, où la question du travail et la question de la condition des ouvriers est une question forte. Il y a bien sûr des enquêtes qui sont des enquêtes mandatées pour voir quelles réformes engager. Et tout le courant réformateur qui se construit à cette époque-là en Europe de l'Ouest engage toute une série d'enquêtes sur les logements ouvriers, sur les budgets, sur les salaires, etc. Donc, tous azimuts. Troisième époque un peu plus discrète, c'est celle des années 30, où c'est une autre question qui arrive à la surface, qui s'impose à la surface des débats, c'est celle du chômage, de l'emploi, du déversement dans la condition de sans occupation, sans emploi, sans activité et sans revenu, de centaines de milliers, voire de millions de travailleurs. Et où c'est cette question-là qui se joue, comment remédier, pallier ou aménager le bousculement suscité par la crise mondiale qui se joue à ce moment-là. Donc on a toute une série d'enquêtes qui partent à ce moment-là de présupposés et de préoccupations différentes. Le quatrième moment qui nous a semblé être un moment de controverse fort, puisque c'est ça qui se joue, on parle là de controverse transversale, mais se jouant à l'échelle de la société généralement, c'est celui des années 60 et 70. Pourquoi ? Parce qu'à ce moment-là, l'agencement, en gros, de la condition ouvrière ou du groupe ouvrier est mis en cause, notamment par le développement de l'industrie de masse et puis de la technicisation d'un certain nombre d'activités. Pour schématiser, à partir du début du XXe siècle, jusqu'à ce moment-là, il y a quand même une représentation de la classe ouvrière qui est relativement acceptée. C'est celle qui veut que cette classe ouvrière a en son centre les gens de métier ou les professionnels, ceux qui ont un savoir-faire et qui sont donc le cœur de chacune des branches industrielles. Les métallos, dans le textile d'autres professions, dans la mine on a aussi toute une série de corps de métier. On voit bien qu'il y a des gens qui sont centraux dans chacune de ces branches d'activité, essentielles donc. Et puis autour, des manœuvres, ou des gens qui les aident, des gens qui apportent, des gens qui transportent après, des gens qui préparent, bref, toute une périphérie, ouvrière aussi, mais qui est périphérique à ceux qui exercent le cœur du métier. Et cette hiérarchie qu'on peut retrouver par branche est aussi très clairement la hiérarchie qu'on trouve dans le mouvement syndical. C'est en bonne partie la hiérarchie qu'on retrouve dans les partis qui se présentent comme des partis ouvriers, qu'ils soient communistes ou socialistes, où très largement, quand il y a présence ouvrière, cette présence est sous le contrôle de ces gens, soit de métier, soit professionnels, hautement qualifiés. On a des termes différents dont les différences ne sont pas anodines, mais en gros, pour faire vite là, voilà, c'est le cœur, et c'est cette représentation du cœur ouvrier est relativement acceptée jusqu'aux années 60.
à partir des années 60, arrivent des mises en cause de cet agencement hiérarchisé par cœur et par périphérie de la classe ouvrière, avec l'idée que, avec au moins deux façons de mettre en cause. Première mise en cause, c'est pas tout à fait chronologique, hein, mais première modalité de mise en cause. Les gens de métier voient leur centralité contestée par l'arrivée des techniciens, qui n'ont pas le même parcours. Ils n'ont pas été formés dans l'atelier par acclimatation, par accoutumance, etc. Ils viennent d'ailleurs. Et autant ils sont présents dans les ateliers, autant ils ne sont pas seulement présents, ils sont aussi dans leur bureau. Ils travaillent pas simplement sous l'autorité hiérarchique à l'intérieur des ateliers, mais ils travaillent aussi sous l'autorité des ingénieurs. Ils travaillent même principalement sous l'autorité des ingénieurs. Et ce sont les opérateurs du regard de côté d'organisation du travail des gens qui exécutent le travail. Et d'une certaine façon, un certain nombre d'analystes disent finalement c'est comme ceci que va évoluer le travail. Le travail va évoluer par dépossession progressive de la consistance du métier et par transfert vers une consistance technicienne vue de côté. Les ouvriers vont progressivement, notamment le cœur ouvrier va progressivement se transformer en cœur technicien. Et donc la classe ouvrière va progressivement se techniciser et monter en compétences techniques, avec ce caractère un peu latéral de la technicité par rapport à la notion de métier. Deuxième mise en cause, finalement, ces gens de métier, ces professionnels, ces ouvriers hautement qualifiés, sont en train de passer à côté dans les ateliers. Les ateliers sont pour l'essentiel les ateliers de production de masse, et les gens qui occupent la place dans ces ateliers sont des ouvriers spécialisés sans métier. Et c'est en train de devenir eux, le cœur, le réel cœur ouvrier. Les ouvriers de métier viennent ici pour entretenir les machines, pour mettre en place les outillages, etc. Mais ils ne sont plus tout à fait centraux comme ils pouvaient être pensés centraux au début du XXe siècle. Ils sont en train eux-mêmes de devenir périphériques, tellement l'agencement de la production de masse se centre autour d'ingénieurs techniciens d'un côté et ouvriers spécialisés sans qualification, faisant du travail répétitif de l'autre. Voilà donc des débats qui entraînent des remises en cause et des moments à la fois d'enquête et de controverse sociale. Et on voit bien qu'il n'y a pas simplement du social, mais qu'il y a aussi du politique là derrière, c'est-à-dire comment... c'est un petit peu à nouveau la question de qui sont vraiment les barbares et qu'est-ce que la société va faire avec ces barbares. Enfin, barbares dans le sens, ils sont dans la société, ils ne sont pas tout à fait dedans, et on ne sait pas très bien quelle place ils vont prendre. Hein, c'est un petit peu reformuler cette idée des barbares, ces barbares-là. Voilà donc les questions sur les temps. J'étais super lent sur ces questions. Mais bon, sur les enquêteurs, quelques mots. On a essayé de voir après, un petit peu de façon méthodique, comment on pouvait travailler de façon générale les enquêtes. Alors les enquêteurs, très souvent, ce sont bien sûr, c'est clair, des gens qui ne sont pas ouvriers. À partir du moment où la configuration d'enquête se stabilise, pour autant qu'on puisse dire ça, en tous les cas se singularise, les enquêteurs sont des extérieurs et on trouve de façon générale une grande variété de notables qui sont des enquêteurs. Les premiers notables sont des médecins qui peuvent être bienveillants, souvent.
Mais il y a toute une série d'autres notabilités qui interviennent. Très souvent, donc Engels n'est pas le seul, il y a un certain nombre de patrons qui sont des enquêteurs. Et pour une raison plus simple que celle qu'avait Engels pour enquêter, c'est-à-dire que très souvent, ils veulent eux-mêmes directement savoir à quoi ressemblent les gens avec qui ils ont affaire et contre qui ils ont à se battre dans un certain nombre de cas. Donc ça, c'est la base. Et puis on a, pour autant que la fonction publique se construit, des fonctionnaires qui prennent ce rôle d'enquêteur, soit dans la fonction publique directe, soit comme auxiliaires de l'État sollicités. Autres enquêteurs extérieurs, les universitaires, qui rentrent dans ce jeu-là autour du tournant du 19e au 20e siècle, des universitaires, et c'est bien sûr lié à la construction des sciences sociales. Toute une série de sciences sociales se construisent avec une intervention sur l'enquête ouvrière. La professionnalisation de ces sciences sociales se fait en bonne partie sur la contractualisation avec l'État d'enquêtes qui soient considérées comme légitimes. Donc les modalités de l'enquête se font par négociation et les propositions de modalités un petit peu robustes ou de plus en plus robustes sont un des marqueurs de la professionnalisation et de la construction de disciplines scientifiques de ces notables. Mais on a à côté de ces ordonnateurs d'enquête, enquêteurs directs ou ordonnateurs d'enquête, on s'est aussi intéressé à ceux qui sont ceux par lesquels les enquêtes ne peuvent pas se faire. Donc il y a deux types de personnages ou de figures qui sont deux types importants. Premièrement, les intermédiaires, ceux par lesquels les enquêteurs rentrent en contact avec des mondes ouvriers. Donc en gros les gatekeepers, pour reprendre un terme sociologique plus courant. Parce que les notables ne sont pas toujours en bonne position pour rentrer en relation. Ils sont parfois, par exemple là on a dans un texte sur Le Play, on a très clairement un patron qui fait l'intermédiaire entre Le Play et une famille ouvrière de Vienne. Et c'est le patron qui est en très bonne relation, très clairement, discrètement mais très fortement paternaliste avec cette famille ouvrière dont il s'occupe du logement. Voilà. Il fait l'intermédiaire en disant à Le Play, vous pouvez interroger cette famille-là et faire votre enquête auprès d'elle. Mais tous les patrons ne sont pas dans cette relation. Et puis, un certain nombre d'enquêteurs, dans ceux qu'on a présentés, ne veulent pas rentrer par ce biais dans les mondes ouvriers. Et une bonne partie des enquêtes se font par des intermédiaires syndicaux. Des syndicalistes servent donc d'ouvreurs de réseau. Ça se voit notamment, le cas de Maurice Halbwachs de ce point de vue-là est assez intéressant parce que Halbwachs utilise deux types de réseaux différents selon les enquêtes qu'il met en œuvre. Le premier type de réseau, c'est un réseau intellectuel, universitaire, en bonne partie normalien.
de la réforme sociale de gauche, dont une partie des opérateurs sont en relation avec des syndicalistes. Et donc on a là très clairement des universitaires socialistes qui rentrent en contact avec des syndicalistes et qui, par ces relations, ont accès à un certain nombre de familles auprès desquelles ils font les enquêtes. Et après, ce dispositif se fait de façon encore plus directe en squeezant les opérateurs universitaires qui ont servi d'intermédiaire pour la première modalité d'enquête. Il y a des enquêtes. Donc voilà, ça ce sont les intermédiaires. Des intermédiaires sont beaucoup plus discrets, on les a cherchés un peu plus finement pour des enquêteurs individuels. Paul Geur, donc c'est ce pasteur allemand, est suivi par d'autres. Il a beaucoup travaillé sur un autre enquêteur individuel, Valdour, qui chaque année, qui est médecin, et qui chaque année va procéder lui-même va passer quelques semaines au moins à travailler comme ouvrier ici ou là, etc. Donc, et il en fait un livre qui se vend beaucoup, mais ça, Xavier pourrait le dire plus précisément. Et ce Jacques Valdour, finalement, n'est pas tout à fait aussi individu qu'on peut le penser. Chaque fois, il trouve une entreprise pour se faire embaucher parce qu'il est dans un milieu patronal, c'est ça ? Oui, oui. Donc, il a son réseau d'amis patronaux qu'il sollicite et qui lui permettent de vivre une expérience ouvrière chaque année. Donc il y a, et bien sûr, chacune des intermédiations n'est pas innocente et pèse de façon forte, donne sa marque de façon forte sur l'enquête telle qu'elle se déroule. Et puis il y a ceux qui exécutent les enquêtes, c'est-à-dire les gens qui posent les questions. Parce que les ordonnateurs d'enquête, les enquêteurs sont souvent des ordonnateurs plus que des opérateurs. Et ils mettent en œuvre donc des équipes de gens qui vont poser les questions, qui vont effectuer les observations, etc. J'ai parlé des Gastons, c'est-à-dire ceux qui vont dans les ateliers de sidérurgie pour poser des questions à des centaines d'ouvriers en Lorraine. Mais quand il s'agit d'enquêter sur les budgets ouvriers, il y a besoin de gens qui aillent poser les questions dans les familles. Alvax ou d'autres ne vont pas eux-mêmes poser les questions à toutes les familles qui sont objets de l'enquête. Donc il y a là toute une gamme de gens qui acceptent de se faire enquêteurs, enquêtrices. Souvent, ce sont des gens qui, par leur fonction, sont déjà en relation avec des mondes ouvriers, assistantes sociales, médecins, infirmières, etc. Qui sont déjà dans une certaine relation. Et donc, le type de relation qu'ils ont avec les ouvriers conditionne sans doute en bonne partie les réponses qui sont fournies. Quand ça n'est pas le cas, quand il n'y a pas ces gens qui sont en contact régulier, on voit arriver des médiateurs de l'enquête qui sont des financements. C'est-à-dire que très souvent, des enquêteurs donnent un peu d'argent aux familles, comme aide. Des assistants sociaux proposent, etc. Une petite aide qui facilite la bienveillance, la bonne volonté, les bonnes dispositions des familles pour répondre aux questions posées. Voilà, puisque j'ai été super lent, il y a après quelques points que j'évoque simplement. Le fait que les logiques d'institutions, les institutions dont j'ai très peu parlé,
ont leur propre logique de fonctionnement, leur propre logique de préoccupation. Donc il n'y a pas simplement des courants de pensée, mais il y a aussi des institutions qui fonctionnent avec des stratégies d'intervention à la fois de connaissance et de réforme ou de transformation du monde ouvrier. De politique. Pardon ? De politique. Oui, de politique, tout simplement. Merci. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là, laisser Xavier 2 minutes pour compléter, corriger. Non, mais juste deux choses. Les enquêtes, on a beaucoup fait comme si c'était que des livres. En fait, il n'y a pas que des livres, évidemment. Alors, on n'avait pas assez de place, mais il y a des photos, il y a des films. Et évidemment, au XXe siècle, je parle sous le contrôle d'Alain Michel, il y a de plus en plus de films qui sont des enquêtes, avec des... et alors ça correspond à des évolutions dans le cinéma, dans la manière dont des cinéastes regardent les entreprises, regardent le travail. Et ça correspond aussi à des effets politiques, à des situations politiques. C'est-à-dire que dans les années 68 dont parlait Nicolas, cette manière que Chris Marker et tant d'autres ont eu d'aller voir cette classe ouvrière-là avait des effets très lourds. Enfin, il y a des courants comme ça. Mais on peut prolonger ça. C'est-à-dire que jusque maintenant qu'on est dans une situation de désindustrialisation, il y a tout un genre d'enquête ouvrière sur la désindustrialisation. De Michael Moore à Tria, à Marcel Tria. Bon. Première chose. Deuxième chose dont on n'a pas eu le temps de parler, mais on a la discussion pour le faire, c'est les effets des enquêtes. Effets scientifiques. Bon, évidemment. C'est-à-dire que l'enquête étant une opération gnoséologique, elle a des effets aussi dans le champ de la science. Bon. Voilà, parfois. Effets politiques. Effets politiques, c'est-à-dire au service de la réforme sociale. Bon, il y a de multiples exemples. Hein. L'enquête pour légitimer une loi qui va réformer, améliorer, bon, enfin voilà. Mais au service de la modernisation, ou de ce qu'on pense être la modernisation. Et là, il y a des moments, par exemple, Albert Thomas, pendant la Première Guerre mondiale, est un de ceux qui va faire multiplier les enquêtes au service de ce qui se pense être une modernisation de l'appareil productif et des relations sociales en France, etc. Effet de formation. C'est un truc qui, voilà, c'est-à-dire que l'enquête doit servir aussi à former les enquêteurs, et former intellectuellement et moralement. Enfin, la JOC, c'est voir, juger, agir. Et tu veux dire ce que c'est la JOC, parce que moi, la JOC, la jeunesse ouvrière chrétienne. D'accord, ok. La jeunesse ouvrière chrétienne, pardon. La jeunesse ouvrière chrétienne, qui a été un mouvement absolument massif en Belgique et en France, a formé des milliers de jeunes, filles et garçons, à faire des enquêtes et au service, avec une volonté éducative derrière. C'est-à-dire, c'est en faire des militants chrétiens. Et donc, bon, alors, ce qu'on dit là de la mouvance catholique vaut aussi, évidemment, dans la mouvance socialiste, social-démocrate et communiste. Bon, voilà. Bon, il y aura encore d'autres choses à dire, mais on va peut-être nous taire un peu pour discuter. On va encore avoir un temps de parole pour vous. Donc, merci Xavier et Nicolas pour cette présentation. Donc ce qu'on fait d'habitude, c'est qu'en fait on fait un premier tour de table de toutes les questions qui se posent et on regroupe vos réponses après ce premier tour de table, et s'il nous reste du temps, on fait un deuxième tour de table ponctuel sur des questions. D'habitude, je pose plutôt mes questions à la fin, mais là, il y a une question, moi, inaugurale que je me pose. C'est aussi en lien, c'est un séminaire doctoral, donc il y a aussi cette question de la réflexion de votre dispositif d'enquête à vous. C'est-à-dire comment... Parce qu'on voit bien que votre ouvrage, c'est un ouvrage collectif, il y a une trentaine d'auteurs. Et vous couvrez un terrain très large. Vous avez dit en propos liminaire que vous n'aviez pas idée,
et vous nous le faites découvrir d'ailleurs, de l'importance de la quantité d'enquêtes qui ont eu lieu, qui ont été menées sur 2 siècles. Vous ne couvrez pas que la France, vous couvrez l'Europe de l'Ouest, hein, pour l'essentiel, Belgique, Grande-Bretagne, Allemagne, Italie, France, et puis il y a des réflexions sur l'Espagne, sur d'autres. Donc comment vous avez construit votre dispositif pour, avec une trentaine d'auteurs, baliser tout un terrain qui, quand on regarde l'ouvrage, quand on parcourt l'ouvrage, nous donne l'idée que l'essentiel a été fait. En tout cas, même il y a toujours du travail. Tu as cité la question des images, des films. Enfin, beaucoup de choses ont été faites. Deuxième question qui est plus un détail. Sans doute Alain aura envie de revenir là-dessus, mais vous avez parlé à plusieurs fois des ingénieurs. Et est-ce que les ingénieurs sont portent eux-mêmes des enquêtes, hein, puisque ils se veulent, ceux qui ont un regard sur le travail des autres. Est-ce que eux-mêmes sont commanditaires ou organisateurs ou font eux-mêmes des enquêtes? Voilà, c'était les 2 points sur lesquels et donc j'ouvre. Alors, tu veux intervenir? Vas-y. Merci. Et ensuite, c'était vraiment passionnant. Moi, j'avais 2 questions. Une qui rejoint un petit peu en fait la première question de Florence, c'est justement sur la matérialité de ces archives, c'est-à-dire à quoi elles ressemblent. Parce que vous évoquiez donc des livres, mais où est-ce qu'on les trouve? Est-ce que par exemple, si c'est des questionnaires qui sont menés, qui sont encore là, quel volume ça représente? Vous dites qu'il y a beaucoup d'enquêtes. C'est juste pour savoir à quoi ça ressemble en fait une enquête quand on va dans les. C'est une bonne question pour le déménagement là. Savoir ce que jette, ce que jette pas. Quand on va dans les archives, enfin, c'est-à-dire qu'est-ce qui reste en fait fondamentalement aussi, c'est une question sur souvent la question des archives, c'est qu'est-ce qui reste à la fin, qu'est-ce qui reste de l'enquête menée quand quelqu'un a été, voilà, est-ce que finalement on a surtout le résultat final, le livre, ou est-ce qu'on a aussi toute la masse documentaire qui a été utilisée pour faire l'enquête, mais qui peut être un peu intéressant de comparer un peu entre le rush et le film monté, quoi, si je puis dire. Et la deuxième question, c'est au moment où vous avez évoqué infirmière assistante sociale, c'est la question du genre, que je déclinerai de 2 manières, c'est-à-dire à la fois ces enquêteurs, est-ce qu'ils se féminisent, parce qu'au début je suppose qu'en 1840, 1830, ça doit être surtout des hommes, dans un monde d'hommes, mais pas que peut-être, dans l'industrie textile, enfin. Donc ça, et par ailleurs justement, est-ce qu'il y a des enquêtes menées spécifiquement sur, par exemple, la question du travail féminin, puisque ça aussi, ça bouge beaucoup entre le début 19e et puis le 20e. Donc c'était mes 2 questions. Bon, alors le tour de table va être vraiment un tour de table. Il y a beaucoup de questions. Christian? Oui, non, moi je suis pas historien, donc c'est une question un peu. Non, en fait, par rapport à la question que posait un peu Florent sur l'enquête sur les enquêtes, en fait, est-ce que vous aviez pensé à faire quelque chose de plus systématique et cartographique pour faire des inventaires d'enquêtes? Parce que là, on a l'impression que vous avez un rapport de cette façon monographique par rapport à certains types d'enquêtes. Et donc voilà, est-ce qu'en histoire, il existe des formes de cartographie pour être un peu plus systématique, et ce qui pose évidemment après des questions sur ce que disait Xavier, sur ce qui rentre pas, les catégories frontières, voilà, donc les qualifications qu'on utilise. Voilà, donc c'était cette question-là, un peu naïve, hein. D'ailleurs, j'ajouterais une question que je me suis posée en lisant certaines choses. En termes de catégorie frontière, j'ai parfois eu l'impression qu'on parlait de témoignages. Enfin, est-ce que il y a effectivement tous ceux qui deviennent ouvriers pendant un certain temps, ce fameux pasteur. Bon, là, on voit bien que c'est une modalité d'enquête. Il va enquêter. Mais d'autres fois, j'ai eu l'impression qu'on parlait de gens qui étaient qui témoignaient de ce qu'ils avaient vécu. Donc voilà, cette question de la frontière. Jean-Charles. Alors pour rebondir sur 2 interventions, on voit qu'on a les mêmes préoccupations. Sur la limite en effet que vous mettez au domaine de l'enquête, est-ce que par exemple les voyageurs qui vont aller voir
des quartiers ouvriers qui vont raconter ça dans leur récit de voyage? Est-ce que ça fait partie de... C'est pas une démarche d'enquête, mais est-ce que ça fait partie... Est-ce que ça pourrait faire partie du corpus? Je pense qu'on parlait du genre et des enquêtrices. Je pense à Flora Tristan et ses promenades dans Londres. Apparemment, ça évoque des choses. Donc voilà, c'était une première question. Deuxième question, est-ce que vous avez trouvé alors peut-être pas des modèles nationaux particuliers d'enquête, et puisque vous êtes dans une démarche transnationale, est-ce qu'il y a des logiques nationales qui ont pu ressortir avec des spécificités particulières de certains pays? Et une dernière question, alors je pense notamment aux enquêtes Le Play, qui pour le coup est une enquête globale sur toute l'Europe, voire au-delà de l'Europe, mais sur un échantillonnage. Est-ce qu'il y a, alors il y a peut-être d'autres cas d'enquête de ce genre, mais je ne les connais pas, est-ce qu'il y a une réflexion, pour le coup scientifique, sur la représentativité de cet échantillonnage? Est-ce que vous avez pu évaluer que cette représentativité pouvait s'améliorer au fil des décennies, au fil de l'expérience accumulée des précédentes enquêtes, et donc pour aller vers une démarche plus scientifique justement, ce qui m'amène à en fait une dernière question subsidiaire, mais un oui ou un non pourra suffire, c'est est-ce qu'il y a forcément des biais dans les enquêtes ouvrières? Mais je pense que j'ai... Par oui ou par non, ou par plus. Nicole. Alors moi, je vais réagir par rapport à ce que j'ai fait. Donc je suis une juriste du travail qui a travaillé sur l'histoire des assurances sociales. Et j'ai en fait 2 remarques d'utilisation des enquêtes pour les réformes. La première, vous avez, j'ai pas lu le livre, mais j'ai vu que vous avez un chapitre sur les Fabiens. Et vous avez parlé tout à l'heure pourquoi les gens sont pauvres, parce que les salaires sont faibles. Justement, Beveridge, et là c'est un autre point par rapport au chômage. Beveridge, quand il a travaillé sur l'assurance chômage, la première au monde, 1911, il a déplacé la question qui était non pas les salaires sont faibles, mais le travail, l'emploi est interrompu. Et il s'est basé justement sur un certain nombre d'enquêtes qui démontraient bien cette interruption. Et il a fait la même chose par rapport à la question des besoins dans les années entre les 2 guerres et puis surtout pour le plan Beveridge de sécurité sociale. Il s'est basé sur des enquêtes concernant les besoins d'un ouvrier seul, d'un ouvrier avec famille, etc. Et moi, ça m'avait... vu que j'ai quand même, enfin je ne suis pas française, mais j'ai été beaucoup influencée par la France. Ça m'avait beaucoup intéressé quand j'ai travaillé sur le plan Beveridge par rapport à 1945 en France, c'est qu'on est parti sur quelque chose de totalement différent. C'est-à-dire que la question des besoins et documentés, etc., c'était tout à fait différent de ce qui s'est passé avec le plan français de sécurité sociale de 1945. Par contre, ce que je voulais vous dire, c'est que j'ai quand même l'impression qu'on a utilisé, quand on a créé, alors je ne sais plus comment ça s'appelait, c'était pas le SMIC, mais quand on a créé le salaire minimum, ça s'appelait comment? Le SMIC. Le SMIC Garanti. Voilà, j'ai quand même l'impression qu'on a enquêté sur les budgets, parce que je me rappelle qu'on a fixé un budget, on s'est posé la question, est-ce qu'un ouvrier a besoin... Est-ce qu'il a besoin d'un pyjama pour dormir? Je me rappelle ça parce que j'ai raconté ça aux étudiants qui étaient là, hilar, en disant mais de quoi on parle, quoi. Donc ça m'avait beaucoup frappé. Ce que je voulais ajouter, alors j'étais enquêteuse au début des années 80 parce que j'ai participé à la grande enquête qui a été faite, c'est parce que vous avez parlé d'OS. Les OS dans l'automobile, ça s'appelait, c'était Renault, et c'était Boulogne-Billancourt, et c'était la fin, et c'était les travailleurs immigrés, en fait. On ne voulait pas le nommer. Oui, est-ce que on ne voulait pas le nommer à l'époque. Ah oui, on nous a dit, on est chez les OS, on n'est pas chez les travailleurs immigrés. Est-ce que vous avez utilisé cette enquête dans votre travail ou pas? Parce que pour moi, c'était la fin, quoi. Je peux le dire comme ça, peut-être que j'ai tort, mais j'ai l'impression que c'est quand même la fin d'une certaine approche de la classe ouvrière. Je voulais simplement rendre hommage à Louis Malle, parce qu'on nous a présenté le film que Malle avait fait sur Peugeot, c'est ça? Sur Citroën. Sur Citroën, oui, qui m'a beaucoup... Humain, trop humain. Oui, qui m'a beaucoup, comment dire, qui m'a beaucoup frappée, parce qu'il y avait toute la question de la peinture. Et j'avais vu ça à Renault aussi, les ouvriers qui travaillaient encore, qui faisaient encore à l'intérieur des voitures la peinture. Et ça, c'était aussi la fin, parce que c'est l'automatisation qui va de pair avec ça.
Voilà, mais je pense que moi, ce qui me semble très intéressant par rapport au travail que vous avez fait, c'était plutôt l'utilisation des enquêtes pour les réformes. Comment ça a été utilisé? Je pense qu'il y a une utilisation différente à travers l'Europe, vu que vous avez parlé de national. Je pense que l'Angleterre a toujours fonctionné avec des enquêtes avant de faire des réformes sociales. Oui, l'Allemagne, je sais moi, je travaille sur les assurances sociales. Je ne sais pas si Bismarck, alors ça c'est la foi chrétienne, vous l'avez dit tout à l'heure, si Bismarck a beaucoup utilisé les enquêtes, ça je ne sais pas. Par contre, il a constitué la classe ouvrière à travers les assurances sociales, ça c'est clair. C'est-à-dire que c'était la classe ouvrière qui a été reconnue dans l'État à travers les assurances sociales. Vincent? Oui. Moi j'avais un peu une question à partir d'un peu d'interaction un peu entre le développement scientifique et les enquêtes ouvrières, notamment à partir de l'exemple de la santé, parce que vous avez parlé à un moment des syndicalistes qui demandent à des médecins éventuellement sur cette question de l'usure, est-ce qu'on peut avoir un âge après lequel c'est possible de travailler, ou en tout cas là-dessus. L'âge pivot. De quoi? C'est une mauvaise plaisanterie. Ils en ont parlé. Et je me demandais s'il pouvait y avoir eu, enfin, de manière un peu récurrente, des conflits entre des types d'enquêtes, notamment sur la place de la parole ouvrière, entre des enquêtes, des données plus, on va dire un peu simplement plus qualitatives et des données plus quantitatives. Parce que j'avais en tête le livre d'Alexis Zimmer, qui s'appelle Brouillard toxique sur la ville de Liège, où il montre comment en fait il y a des conflits sur l'industrialisation, etc. Et il y a des résistances à cette industrialisation. Et en fait, comment on arrive à aller au-delà de ces résistances, comment le politique arrive à gérer ça, c'est notamment en passant, on a des enquêtes ouvrières au début qui donnent beaucoup la parole aux ouvriers et qui disent que quand même les fumées, ça fait un peu mal aux poumons. Et puis qu'à la fin, en fait, on passe à des expertises, et notamment avec l'arrivée de la toxicologie et des sciences comme ça, qui en fait enlève, alors est-ce que c'est toujours des enquêtes ouvrières, parce qu'on étudie toujours la population ouvrière, mais en tout cas il n'y a plus du tout la parole ouvrière, puisqu'on étudie les substances, etc. Et là en fait, sur ce niveau-là, on voit qu'en fait les fumées ne sont pas si toxiques que ça. Enfin, après on y revient. Et donc c'était justement pour savoir un peu la place que vous avez pu voir justement de ces enquêtes et de ces différents types d'enquêtes dans aussi peut-être, enfin, les conflits au sein des sciences, on va dire, et puis aussi l'usage de ces enquêtes et des différents types d'enquêtes dans la gestion de problèmes politiques, etc. Alain? Bon, moi j'ai été sollicité pour une question et grillé sur les autres, mais c'est ça le propre des tours de table. Sur la question du genre, enfin ça saute aux yeux, je trouve que c'est intéressant. Donc est-ce que c'est une préoccupation masculine? Enfin, c'est ce qui apparaît j'ai pas lu votre livre, mais c'est ce qui apparaît dans la table des matières. Il y a bien sûr les enquêtes féminines de Michel, donc éventuellement si vous pouviez me dire deux mots là-dessus. Ensuite, il y a la question de la périphérie des enquêtes formelles. Donc, vous dites que vous avez un matériau immense. Quand on a un matériau immense, pourquoi aller regarder d'autres choses en plus? C'est ce qui explique peut-être que certaines formes d'enquête, alors les voyages, dont tu as parlé, effectivement, qui peut être une façon de s'intéresser autrement, mais enfin, je ne suis pas en train de vous le reprocher. Hein. Déjà, vous avez fait un boulot sur quelque chose de monstrueux. Je pensais aussi aux surintendantes, enfin le genre de... Enfin ça c'est connu, mais est-ce qu'il y a quelque chose à revoir Catherine. Et je pensais, mais alors ça je vois moins les rapports de stage des ingénieurs. J'ai cru les rapports de stage des professeurs stagiaires. Non mais je pense que c'est éventuellement, mais alors on est dans du périphérique, et peut-être que du coup la question des documents audiovisuels, c'est du périphérique également par rapport à vos matériaux. Je ne sais pas, est-ce que c'était tel quel? Alors il y a le borinage, hein, dont il est question visiblement, donc ça c'est intéressant. Est-ce que c'est vraiment une enquête ou est-ce que c'est autre chose, enfin un documentaire militant? Et alors moi se pose aussi l'autre question, c'est la question, et ça c'est un des problèmes propres aux documents audiovisuels, en particulier les bandes d'enregistrement, hein, quand on commence à enregistrer. Est-ce que c'est du matériau que vous avez récupéré? Et pareil, pour ce qui est
enfin ça Nicolas connaît bien le problème, la question des rushs. C'est-à-dire que quand on fait des enquêtes, quand faut-il les remonter, donc jusqu'où est-ce que vous allez dans ce détail-là, ou est-ce que c'est complètement hors sujet? Bien, ben, je crois qu'il y a matière, il y a beaucoup, et il y a des questions qui se croisent un petit peu, donc vous regroupez ça comme vous le sentez. Voilà. Xavier, bon, alors, peut-être qu'il faut partir, enfin, je ne sais pas si je vais pouvoir répondre à tout, mais il y a des choses qui me semblent importantes de souligner. Il n'y a pas un genre canonique de l'enquête. C'est ça que montre le livre. Il n'y a pas un genre canonique. Donc, et heureusement. Et c'est pour ça que dire qu'il y a quelque chose qui est central et d'autres qui est périphérique, en fait, ce n'est pas opératoire. On a en réalité une multitude de démarches qui viennent interroger ces espaces et ces mondes ouvriers et que nous, on a considéré comme relevant de l'enquête. Donc, à partir de là, il y a enfin, le livre est un peu important, mais vraiment, on aurait pu faire 2 ou 3 fois plus, sans aucun problème. Sans aucun problème, parce que... Non, mais parce que... et donc, c'est pour répondre à la question de Christian, c'est-à-dire que c'est impossible d'avoir une cartographie de cela, parce que il y a très sérieusement, il y a une infinie multiplication de ces enquêtes qui tiennent aussi à la multiplication, de la construction des états sociaux. Par exemple, moi j'ai fait un papier sur les grèves. Tout rapport de grève, et donc évidemment il y en a des milliers, relève un peu de l'enquête ouvrière, puisqu'il faut dire ce qui se passe dans telle boîte qui fait grève, combien cette personne-là est payée, qui fait grève, pourquoi, parce qu'ils sont payés de telle manière, parce qu'ils travaillent dans telle et telle condition, etc. Et donc, pour prendre cet exemple-là, mais il y en a des dizaines... C'est très important, excuse-moi si je peux me permettre de couper. Je t'en prie. Il me semble que c'était, la mémoire que j'ai des enquêtes dans le monde du travail, une des premières enquêtes statistiques un peu systématiques sur les grévistes, le nombre de grévistes et tout. Oui, donc, mais c'est oui. important. Mais non, mais merci. Mon papier est justifié. Non, mais il me semble que c'est important par rapport à non, la non, mais bien connaissance que j'ai. non, mais bien sûr. C'est pour Mais ça que Xavier a travaillé. Oui. non, mais et donc si tu veux. Ça confirme en fait. Donc là, on est par exemple sur ce simple exemple-là, on a là des milliers, des dizaines de milliers de rapports sur les grèves, et donc qui constituent potentiellement autant d'enquêtes. Bon. Donc ça, c'est pour la France. Mais évidemment, il y a des rapports sur les grèves qui commencent en Grande-Bretagne à partir de 1888. Bon. La première enquête en Italie sur les grèves, c'est 1878, etc. Donc, voilà. Donc, bon. D'où, deuxième problème sur lequel je vais dire un mot, sur la question des archives. Bon, ben là, c'est pareil, c'est-à-dire qu'on est dans des situations extrêmement diverses. Qui tiennent à la fois à qui a fait l'enquête, est-ce que c'est une institution ou est-ce que c'est des individus, et ensuite la manière dont cet individu ou ces institutions gèrent ces enquêtes elles-mêmes. Alors on a de multiples configurations, donc qui vont... Topalov fait un papier magnifique sur l'enquête de Charles Booth à Londres. Pourquoi ? Parce que Booth a gardé ses archives et que donc on peut, à l'aune de revoir la manière, en étudiant les archives de Booth, regarder comment il a travaillé. Bon. Donc, on a... bon, je peux prendre donc cet exemple-là. Qu'est-ce qu'on a comme archive ? Un autre exemple qui n'est pas dans le livre, mais le sociologue Claude Durand a déposé ses archives d'enquête à la contemporaine ex-BDIC. Bon, donc on a des archives d'enquête là qui pourraient être... Bon. Inversement, Paul Guret, on n'a rien. Bon, voilà, il y a toute une série de travaux sur lesquels on n'a que le matériau publié ou produit. Bon. Et donc, à ce moment-là, on essaie, en interrogeant le matériau publié, de regarder comment cette personne a travaillé. Bon, voilà.
Qu'est-ce que je voulais dire? Le genre. Alors, non, mais c'est une question qui nous a travaillé un petit peu quand même. Hein. Bon, alors, les enquêtes ne sont pas spécifiquement masculines. On a cherché et interrogé toute une série d'enquêtrices, parce qu'il y en a. Donc, il y a Florent Tristan. Autour de la Belle Époque, on a toute une série d'enquêtrices qui sont aussi des journalistes, parce que c'est une catégorie dont on n'a pas parlé, mais qui sont importantes. Séverine, par exemple. Bon. Oui, il y a le papier de Michel là-dedans. Oui, mais donc Séverine, il y en a une qui. Marcel Capi. Marcel Capi, qui est journaliste, qui est la compagne de Pierre Brison, donc qui fait des enquêtes en se faisant ouvrière dans la bataille syndicaliste, puis dans la Fronde, enfin bref, voilà. Donc, on a Simone Veil, hein, donc il a failli y avoir un papier sur Simone Veil. Non, c'est une taquinerie. Bon, il y a voilà, donc on a des là-dessus. Et alors. C'est intéressant parce qu'il y a des sociologues aussi, par exemple André Michel, qui est une des premières en France qui a travaillé sur les travailleurs immigrés. Une thèse publiée en 1956 au CNRS. Bon. Sur les travailleurs immigrés, c'est André Michel, qui est une femme. Voilà, donc on a pris ça au sérieux. Voilà, même si ça apparaît pas, en fait, on va les voir dans toute une série de situations et dans toute une série de papiers. Qu'est-ce que je voulais dire encore? Bon, vas-y, puis après, je sais pas. Ah ouais. Je vais apporter d'autres éléments. Je reprends la première question. Comment nous, donc, on a fonctionné? Quel était notre dispositif? En gros, notre dispositif consistait à mettre en lumière des enquêtes sur lesquelles il n'y avait pas toujours eu des travaux publiés ou publiés sous cette forme-là. Donc, par exemple, l'enquête sur les travailleurs immigrés de la régie Renault, ça a été très largement publié. On n'a jamais eu le droit de publier. Moi, j'ai un papier sur les grèves. Je n'ai jamais eu le droit de le publier. Je l'ai dit. Oui, mais voilà. Tout est en haut. Ça a été, une partie de ça a été retravaillée par Laure Pitty, qui a fait un papier. Donc, nous sommes preneurs, on est preneurs de matériaux inédits. On est vraiment preneurs. Mais on s'est dit, en gros, on ne va pas refaire sur ce qui a été regardé par Laure Pitty, refaire la même chose en moins bien, etc. Elle l'a publié. Est-ce que ça sert à quelque chose de lui demander de publier la même chose? Donc on a en gros considéré que sur un certain nombre de points d'enquête, des choses étaient disponibles. On les a mentionnées, on les a évoquées pour indiquer que voilà, c'était fait. C'est quelque chose. On s'est toujours demandé à quoi servait cette enquête. Ah. Je vous le dis parce que je pense que c'est important. On s'est toujours posé la question et on avait l'impression que c'était, vu que c'était quand même très politique, c'était quand Chevènement était ministre de la Recherche et c'était le début de Mitterrand. Et on s'est dit que c'était un exemple, ou ça devait servir d'exemple de travail entre le CNRS et une entreprise. Et c'était ça. Or, à la fin de notre travail, la régie Renault a coincé et a dit « nous ne voulons pas que ça sorte ». Et nous n'avions même pas le droit d'inviter, parce qu'il avait fait un colloque, on n'avait même pas le droit d'inviter, nous, des chercheurs avec lesquels on travaillait, etc., pour venir à cette restitution qui a été faite uniquement sur invitation par la régie Renault. Donc la question, pour moi, reste jusqu'à aujourd'hui ouverte. À quoi servait cette enquête? Bon, je ferme. Non, donc on ne ferme pas tout à fait, c'est-à-dire qu'on peut faire affaire pour prendre le relais maintenant sur un certain nombre de choses. Hein. S'il y a des choses utilisables, inédites, sur lesquelles on puisse travailler, on est preneur. Ça, c'est la première remarque. Donc, fermons pas trop vite. Vos états d'âme ne sont pas les seuls. C'est-à-dire que quand j'ai évoqué le malaise de ces deux sociologues
de bas de hiérarchie qui sont en mission dans les usines sidérurgiques lorraines, ils ne sont pas loin de la dépression. Hein, parce qu'eux-mêmes ne savent pas très bien comment se fait le pilotage de ce qu'ils font et ont l'impression que de toute façon ce qu'ils font ne sera pas exploité par la publication qui sera faite de leur travail d'enquête. Donc dès qu'il y a dispositif pluriel, complexe, étagé, il y a malaise. Enfin, en tous les cas, problème. Question sur la démarche. Nous, en gros, ce qu'on a donc fait, c'est essayer de... Mais ça fonctionne par agrégation, ça. Hein. On a essayé de repérer un certain nombre d'enquêtes qui étaient majeures, sur lesquelles des gens avaient travaillé. On a pris en charge... et sur lesquelles des publications restaient à faire. Hein. On a pris en charge des sujets qui nous tenaient à cœur ou qu'on pensait indispensables. Quelquefois, du travail a vraiment été fait sur la JOC. Voilà, il y avait du matériau, mais il n'y avait pas eu de travail fait entre Éric Jerkens et Xavier. Ils ont pris en charge un papier parce qu'on a pensé que c'était indispensable de faire un travail là-dessus. En gros, c'était donc reprendre un petit peu, de façon séquencée, quelle curiosité, quelle démarche programmée, quelle mise en œuvre et quels résultats. Et on a demandé aux gens aussi de faire attention, aux collègues qui écrivent les papiers, de ne pas négliger les résultats, c'est-à-dire le discours produit, à quel argumentaire légitime ça donnait lieu. Voilà, ça c'était la première chose. Mais forcément, il ne peut pas y avoir de systématique absolue, puisque on verra qu'il y a telle zone d'ombre. Un cinéaste sur le borinage, je crois qu'on ne l'a pas cité, Paul Meyer, on l'a vu, enfin, voilà, on l'a vu, on a oublié de le citer, donc c'est matière à complément, et c'est tant mieux comme ça. Mais il y a, enfin, on espère qu'il y a matière à donner envie et à discuter avec ça. Ça donne, je reprends, je vais répéter un peu ce qu'a dit Xavier en réponse à la cartographie et les frontières. Un des points majeurs, pourquoi justement cette dichotomie entre enquête centrale et enquête frontière n'est pas pertinente, c'est parce que des enquêtes prennent toujours, plus ou moins implicitement, quelquefois plus implicitement qu'on ne le pense, des secteurs que les enquêteurs pensent comme essentiels à un moment donné, pensent comme central à un moment donné. Donc ils fabriquent, les enquêteurs, en ciblant un objet d'enquête, fabriquent une centralité, une périphérie. Par exemple, sur la question des budgets, la consommation, des salaires, etc., il y a une façon de penser que c'est ça qui est central. Et de penser que la question des conditions de travail, que l'usure, c'est secondaire. Donc, lancer des enquêtes dans les années 80 sur le travail des OS et découvrir des immigrés, c'est passer d'une centralité à une autre. Et forcément, ça fait problème. Donc, ces déplacements de centralité faisaient partie de ce qui nous intéressait. Hein. Donc, voilà, on ne va pas nous-mêmes, après, d'en haut, dire que c'était ça la centralité. Bien sûr, puisque c'est exactement le contraire de ce qu'on visait, c'est-à-dire la mobilité des centrations, un petit peu des centrages et des focalisations, la mobilité de ça. Mais par contre, sur Flora Tristan, on y a réfléchi parce que c'est un cas intéressant. Parce que c'est vraiment un cas frontière. A priori, elle ne rentre pas dans le... A priori, c'est une voyageuse. Mais elle est légitimée comme enquêtrice par un historien, Bédarida, qui dit, voilà, Flora Tristan, elle a la passion, elle a l'engagement, elle a la curiosité et elle a aussi une démarche de sciences sociales. Où commence et où finit une démarche de sciences sociales, d'enquête en sciences sociales. Voilà, et sans doute qu'en disant cela, il exprime
il exprime le caractère rigoureux, une modalité de caractère rigoureux d'observation qui fait qu'elle se distingue d'autres voyageurs qui font du... Pour revenir à ce que je disais, à l'interrogation que je portais tout à l'heure sur le témoignage, ce serait ce qui ferait frontière entre témoignage et enquête. C'est exactement la même chose, parce que entre le voyageur qui témoigne de son voyage et celui qui vit une expérience, qui témoigne d'une expérience, voilà, c'est une autre forme de voyage, ça a été très souvent dit, c'est une autre forme, le voyage est une forme d'expérience. On s'est posé la question, par exemple, sur les établis. Les établis, c'est-à-dire ces maoïstes qui y vont avec la formule de Mao, sans enquête, pas droit à la parole, portent le drapeau de l'enquête comme un des arguments pour aller s'établir. Est-ce qu'ils sont enquêteurs et on s'est dit qu'ils sont enquêteurs à partir du moment où ils ont un regard réflexif sur leur expérience. Donc ils se déplacent. Une forme de distanciation. Et voilà. Et là, ça fait une différence entre certains établis et d'autres établis. Sur la construction d'une distanciation par rapport à l'expérience. Le témoignage distancié donne matière, peut donner matière, peut ne pas donner matière. Donc voilà pourquoi la catégorie des établis n'était pas en soi, a priori, une catégorie d'enquêteurs. Et c'est exactement, enfin c'est exact, toute chose égale par ailleurs, c'est comparable effectivement au groupe des voyageurs. Juste une petite mise au point sur la question de la santé. Les syndicalistes et les médecins, au tournant des années 1900, ne sont pas dans le même camp, ne sont pas dans le même groupe. Les médecins sont sollicités par des pouvoirs publics ou sont partie prenante des courants réformateurs. Les syndicalistes sont des syndicalistes souvent anarcho-syndicalistes, plutôt révolutionnaires. Et donc la contestation qu'ils font de l'usure est une contestation qui rentre plutôt, mais c'est à vérifier, en conflit avec cette notion de fatigue et du seuil de tolérance ou de l'âge pivot. Enfin, vous voyez, de l'acceptabilité, quoi. En gros. L'acceptabilité qui est une lourde question. Très grosse question, oui. Quand on se met à avoir la préoccupation de l'acceptabilité, c'est un drôle de... On était dans le risque, non pas vieillesse, mais dans le risque invalidité. Parce qu'actuellement, on parle de 64 ans. Chez Bismarck, c'était 72 ans. L'assurance vieillesse, retraite. Sinon, c'était l'assurance invalidité. C'est pour ça aussi qu'il y a la question de l'usure et de la fatigue qui se pose. Oui, mais l'usure comprenait l'accident, alors que la fatigue ne comprend pas. Donc, c'est vraiment des positionnements qui sont très très différents et en bonne partie antagonistes. Mais c'était aussi pour dire qu'on ne discutait pas vieillesse comme on discute aujourd'hui. Tout à fait. Je te passe le relais. Non, je ne sais pas. Enfin, alors les traditions nationales, parce qu'on n'y a pas répondu. Moi, je ne sais pas. Je ne sais, oui, ou l'idéologique nationale, je ne sais pas. C'était un peu ma question, en fait. Oui, tout à fait. Mais alors, non, je ne sais pas. Moi, j'ai du mal à signaler des traditions nationales. Il me semble que dans ce qui est peut-être intéressant, c'est plutôt que des traditions nationales de regarder des circulations, en fait. Parce que, par exemple, si on prend le cas français, moi je ne saurais pas souligner une spécificité française. Je vois des traditions en France, la tradition leplésienne par exemple qu'on peut voir, qu'on peut tracer jusqu'à économie et humanisme, enfin bref, mais ce qui est intéressant, c'est de regarder comment le play, par exemple, a été utilisé en Belgique, en Italie, enfin voilà. Donc je sais. Bon, inversement, les emprunts, par exemple, l'opéraïsme, donc courant politique italien des années 60. Comment il est investi en France? Comment il nourrit toute une série d'enquêtes? Voilà. Dernière chose, peut-être après je m'arrête, mais c'est pas fini.
un point parce que vous disiez, l'enquête de 84, c'est les derniers. Non. Non, mais oui, mais justement, c'est très intéressant et très important de signaler comment cette question-là continue. Nous, moi, ce qui me plaît, c'est qu'en même temps qu'on a fini de rédiger ce papier, le dernier papier, donc l'intro, au mois de juillet, et en fait, on avait encore des références qui arrivaient, c'est-à-dire un type qu'on aime beaucoup, Michel Pialou, il continue de travailler, il continue de publier. Courrouge, il n'a pas fini d'écrire, peut-être, je ne sais pas. Et donc, ces enquêtes ouvrières, ça continue parce qu'il y a encore des réalités industrielles et ouvrières dans ce pays et hors ce pays, voilà. Donc, Oui, on a très peu parlé de ces circulations transnationales, mais ça fait partie de ce sur quoi on a un peu réfléchi. Et ces circulations transnationales, elles se font sur différents registres. Par exemple, l'international syndical est un lieu de circulation des modalités d'enquête. Quand Marx fait sa préconisation, il l'a fait pour tous les syndicats, tous les partis européens. Quand Le Guen fait sa préconisation, il l'a fait pour tous les partis. Quand arrivent les organisations internationales, donc la SDN, puis le BIT, il y a là il y a construction de plateformes de mise en place de protocoles, pas simplement d'inspiration, mais aussi de protocoles d'enquête, dont après, Isabelle Lespinay qui a travaillé sur l'OIT voit bien qu'après c'est décliné un petit peu selon les moyens de chacun des pays. Mais il y a à la fois, il y a différentes modalités de circulation, de curiosité ou de modalités d'enquête. Quelquefois, copie de résultats. Donc, il y a ça. Sur le caractère national, moi aussi, je suis pour l'instant très interrogatif pour aller beaucoup plus loin que ce que Xavier a dit, c'est-à-dire des traditions plus ou moins implicites sur telle ou telle modalité. Mais elle se trouve dans un certain nombre de pays. Par contre, l'exploitation, sur laquelle on a peu parlé, l'exploitation est forcément en bonne partie nationale parce que les États qui sont ceux qui mettent en forme des réformes éventuelles, les États, eux, sont nationaux. Donc là, on a une configuration dans la destinée des enquêtes qui est en bonne partie nationale et sans doute beaucoup plus fortement que les démarches, quoi. Et, juste pour rebondir sur cette question, je pense, est-ce que du coup, au niveau européen, je pense, est-ce que de grandes enquêtes, je sais pas, décidées par l'Europe ou ont été menées sur justement entre guillemets la condition ouvrière en Europe de l'Ouest à partir du moment où justement France, Italie, non, ça n'a jamais, c'est resté toujours justement très... Des tas de grandes enquêtes, mais ciblées sur des questionnements précis. D'accord. Oui, voilà, par exemple. Par exemple, Cher et d'autres. Mais c'est pas classe ouvrière. Non, c'est sur le travail. Alors, par contre, excuse-moi, Xavier, juste parce que je reste sur ça, pour situer historiquement, au moment de la CECA, par exemple, puisque là, ouvrier, quand même, il n'y a pas que la question du charbon qui est en question, il y a la question du logement ouvrier. Oui. Donc, est-ce qu'au moment CECA, il y a quelque chose qui fait? Oui. Alors là, il y a le livre de Nicolas Verschuren qui s'appelle « Fermer les mines en construisant l'Europe » montre comment, donc au moment où on crée la communauté européenne du charbon et de l'acier, donc l'ACK diligente une série d'enquêtes là-dessus. Et de même, les enquêtes dont parlait Nicolas sur la modernisation, là, le haut fourneau de 56, là, c'est des enquêtes en fait qui sont derrière, qui sont commandées par la CECA. Oui. C'est la question de l'acceptabilité du changement technique par les ouvriers. Ça, c'est des questions qui sont posées au niveau européen. Mais alors, il aurait fallu. Ça, c'est encore un truc qu'on n'a pas fait, c'est-à-dire parce que mais voilà. Les enquêtes pilotées à l'échelle européenne, on n'a pas.
Elles ne sont pas dans les archives. Si. Ah, je sais pas. Les archives de la CECA sont à Florence. Ah oui. Oui, alors est-ce qu'elles ne sont pas dedans? Il y a sans doute des archives. Le détail des enquêtes, c'est pas sûr. Hein. C'est-à-dire que je pense que là, il faudrait. Oui. Mais quelquefois, les résultats, surtout quand il y a enquête commanditée, les résultats indiquent aussi, donnent des indications sur les protocoles, sur les démarches, sur. Pour donner une idée, je crois que la première enquête belge des années 1840, elle fait 1600 pages. Donc là, en 1840, donc là, il y a des gens qui ne se contentent pas de donner des conclusions. Et pourtant, c'est une enquête qui est contestée comme très superficielle par les Leplésiens. Oui, Voilà. Un point qu'on n'a pas dit, mais juste, je sais que pas forcément à tort. Un point qu'il faut souligner, c'est que l'enquête ne garantit aucune exactitude. C'est un des points qui nous amuse, c'est de montrer comment un certain nombre d'enquêteurs se trompent ou disent ou font des raccourcis, etc. Bon, voilà, c'est-à-dire que il y a une démarche qui se veut scientifique, et après, bon, il y a toute une série d'approximations, de raccourcis, etc. Bon, voilà. Donc, et ça, c'est un point aussi qu'il faut souligner, c'est-à-dire que la science sociale, elle produit, et elle produit plus ou moins bien. Mais justement, alors, ça serait peut-être un sujet en tant que tel, c'est s'intéresser aux chercheurs, sans doute, qui ont travaillé sur des enquêtes qui ont été réalisées par d'autres pour voir en quoi elles se sont trompées, enfin c'est un peu grossier, mais où elles ont été approximatives, où elles ont... Pardon ? Les biais. Oui, il y a des biais, voilà, c'est ça. Donc, ce qui définirait un sujet très circonscrit. Oui, il y avait d'ailleurs une question tout à l'heure, est-ce qu'il y a toujours des biais ? Voilà. Alors, c'est une façon de travailler pour... On a essayé enfin, on a demandé, et souvent c'est assez... Enfin, les auteurs ont fait le travail honnêtement pas honnêtement, mais je veux dire, ils ont fait attention à ce point-là, de voir les myopies des différentes enquêtes, les focalisations et les myopies, donc ce qui était laissé de côté ou ce qui était fait de façon approximative, avec parfois le détail concret du biais et de l'effet biais par rapport à ça. Donc ça faisait partie de ce qui souvent intéressait les gens qui ont travaillé là-dessus. Et nous, on a demandé à ce que ce soit fait de façon... Il y a eu un mot sur les experts. Les faussaires aussi. Ah ben là, Xavier est spécialiste de ça, parce que les renseignements généraux qui font semblant d'être allés sur le terrain et qui racontent n'importe quoi sur la grève, voilà. Mais ils ne sont pas les seuls. Et les ingénieurs, je place les ingénieurs là. Oui, sur les ingénieurs, c'est clair qu'il y a une masse énorme de matériaux avec les stages ouvriers qui sont pratiqués depuis de longues décennies par la majeure partie des écoles d'ingénieurs. En tous les cas, les ingénieurs qui ont vocation à devenir, à aller dans l'industrie, les arts et métiers. Et donc ils produisent des enquêtes ils font des rapports de stage. Ils font des rapports de stage, et là, il y a une masse gigantesque, une masse énorme. Pas forcément, chaque rapport est d'une richesse inégale, mais c'est le même. C'est à mettre en rapport avec les assistantes sociales et les surintendantes. Et ça, il faut aller chercher ça dans les archives des écoles d'ingénieurs. Oui, ça existe, et il faut aller le chercher. Sur les experts, c'est vrai que les experts sont souvent utilisés pour légitimer quelque chose contre la légitimité des porte-paroles du mouvement ouvrier ou des ouvriers sans porte-parole. Il y a aussi, mais ça a été fait aussi dans d'autres, sur des domaines un peu plus particuliers, il y a aussi des experts qui changent de camp, qui disent je prends parti, je mets mon expertise au service des ouvriers. Et vu que c'est relativement encouragé comme démarche, je pense que ça mérite d'être noté. Il y a à certains moments, pas de façon systématique, mais à des moments,
des interpellations dans le monde de l'expertise, dans les différents domaines de l'expertise, des interpellations qui sont propres au milieu expert. À quoi est-ce qu'on sert? Et notre connaissance, notre science n'est pas neutre, et donc il faut qu'on s'interroge. Voilà, ça arrive, bon, c'est assez connu pour les années 70, mais les actes de la recherche ont fait des numéros là-dessus. Mais ce n'est pas la seule époque où la fonction de l'expertise est mise en cause par le monde expert lui-même. Hein, voilà. Même si, majoritairement, les experts servent les gens qui les nourrissent, l'État. Bien, alors peut-être à ce stade-là, 2-3 questions, mais ciblées, s'il y en a encore. On a déjà fait un tour de table assez large, puisque je ne vois personne me sollicitant. Alors peut-être les derniers mots à Nicolas, Xavier. Xavier, si vous avez 2-3 regrets de la présentation, non pas sur le livre, sur 2-3 regrets de ce que vous n'auriez pu dire aujourd'hui. De ne pas être venu ce matin. Hein? Pas d'être venu ce matin. C'est ça, le regret. Là, comme ça. Ou sinon, on peut conclure la séance en vous remerciant. Ce livre apparaît extrêmement riche, c'est à la fois le résultat d'une recherche riche, et je pense que ça va nous susciter beaucoup de nouvelles recherches. Hein, en tout cas, moi, il y a quelque chose que j'ai envie de faire là. Mais voilà, donc on vous remercie. La prochaine séance est donc fixée au vendredi 28 février avec Delphine Berda sur abattre ou vacciner. On sera sur les années 1960-1980 au Royaume-Uni. L'ouvrage sera discuté par Cynthia Colmeller de l'IDHES et de Centrale Supélec. Voilà, je vous remercie. Merci. Merci.